Permettez-moi d'intervenir une énième fois pour une œuvre en voie de développement par ces petites articulations, développement, parfois discussion, réputation, des renversements, parfois, n'est-ce pas, d'une ontologie épurée de la différence en tant que différence. Effectivement, vous allez voir depuis quelques jours, peut-être depuis 4 ans, plus précisément, n'est-ce pas, on s'était fixé dans les années Zozo 2020. Et on ne fait que des remakes de 2020 et on est coincé maintenant. On était coincé au mois de mars 2020. Maintenant, on a régressé vers février parce que les morales, cette série d'œuvres très expérimentales au niveau littéraire, bien sûr, pas une épaisseur philosophique, mais un travail d'écriture, disons, spontané, mais bien travaillé, peu réfléchi, et puis ça fait 4 ans. Et on peut trouver plusieurs raisons. Je vous ai donné plein d'indications en ce qui concerne mon hospitalisation, comme quelque chose prévu qui me stresse, qui contracte le temps, justement. Aucun moment de distension. Et chaque jour, une préparation à un purgatoire qui sera une quarantaine de 20 jours seulement, mais quand même une opération très très importante qui comprend non pas un certain organe partiel, mais la totalité du système jusqu'à ses moelles. C'est pas une métaphore. Voilà. Il s'agit d'une autotransplantation des moelles. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est le drame d'une temporalité. Mais ce que je voulais dire en tant que somnum et ces épisodes, transition, reprise et évaluation, et toujours informer l'audience du progrès de l'état du travail et reprise de plusieurs façons, et essayer de faire cette répétition entre guillemets ontologique comme la méthode heideggerienne, pour refaire tout le chemin de l'ontologie historique, comme les architectes des cathédrales gothiques, selon les analyses de Panofsky, voulaient montrer, en fait, voulaient simplement parler de leur métier, de l'architecture, au sens de l'histoire de l'humanité et le développement de A à Z de l'architecture même. Et le motif, peut-être secondaire, peut-être initial, c'est la découverte d'un certain aristotélisme après scolastique, donc un certain William d'Ockham qui aura accéléré un processus là où question de universaux aura changé de statut, le particulier aura une réalisation d'un opus bien travaillé qui engloberait effectivement, selon mes dires, tout purgatoire, pour ne pas dire l'au-delà, loin de là, j'ajouterais. Effectivement, capter et être captivé par l'ensemble des possibilités et de compossibilités, y compris
pour être encore plus large et préscolastiques, je dirais, comme dans Scotus, effectivement, c'est peupler l'ontologie des ens imaginarum et des ens entia, des étangs qu'on peut reconnaître et parler d'une foule de choses comme possibilité. Dans mes discours sur Leibniz, effectivement, je disais que Leibniz était l'un des derniers philosophes rationalistes. Ça ne veut rien dire dans cette grande perspective dès qu'on parle de nominalisme, effectivement, rationalisme a une longue histoire. Et Leibniz gardait encore un rapport en disant que, tout en restant baroque, avec les ténèbres, je vais juste citer comme autocitation ceci, parce qu'on a quand même, on est tombé dans ces propos par peut-être Leibniz, bien sûr, le concept indiscernabilité. Les indiscernables, ça appartient dans ma culture restreinte à Gilles Deleuze. Et c'est lui qui est un grand commentateur de Leibniz. Donc il fallait commencer par un bout d'une entrée à cette large littérature qui va s'encheminer donc dans les édifices des temples à partir de, disons, au XIe siècle, partout en même temps, une floraison donc un commencement de construction des cathédrales, des bâtisseurs, l'époque des bâtisseurs, un cosmopolitisme des ouvriers, des maçons qui vient d'où c'est comme une sorte d'immigration ou transmigration des anges de Mésopotamie, de Syrie, de fin fond d'Iran, de Perse, là où il y a eu une savoir-faire, un rite, une technique, là, effectivement, devenait appelé plutôt, parce qu'il n'était pas de colporteur quand même, là où il y avait un grand chantier de reconstitution en synthèse, unifiant quand même, parce qu'il ne s'agit plus, comme dans l'architecture romaine ou romanesque, disons, des diverses manières de construire et ériger et stabiliser un bâti. J'éviterai beaucoup de mots techniques, Panofsky effectivement maîtrise très bien. Donc, un certain hétéroclitisme des techniques dans le même bâtiment, dans les âtres, dans les intérieurs, serait épuré. Et il y aura une synthèse unifiante qui sera, d'après ce que j'ai compris, des nefs volants. Des nefs volants, donc épuration, une subtilisation de la matière lourde, de la masse. Donc on va aérer et on va trouver toujours des occasions symboliques comme rose, rosard, rosare. Donc ça me renvoie bien sûr à l'inondation de la lumière et cette structure de cristal qui ferait de l'intérieur de l'église finalement
est vrai au-delà, comme ça, dans lequel on peut se muer. Voilà. Le cœur principal, deuxième cœur, etc., avec toute cette hiérarchie et les figures dessinées en miniature ou en lumineuse et en vitrail, d'abord in vitro, aura voulu dire dans une atmosphère artificielle, reconstituée in vitro, comme aujourd'hui on dit pour la naissance prématurée, n'est-ce pas, on met les bébés in vitro. Effectivement, le vitrail, c'est une sorte d'effet spécial au sens cinématographique du terme. Alors, quel rapport avec mon travail, mon opus? D'abord, il fallait que je cite plutôt Derrida, parce que j'avais différé depuis quand même pas mal de temps ce propos. En ce qui concerne ce que je fais, comme déjà indiqué, comme une sorte de futur antérieur concernant le travail même de Sigmund Freud dans les années 20-30, pendant qu'il inventait une science qui n'existe pas, qui n'était pas un mysticisme, qui n'était pas une sorcellerie, ce n'était pas un abus sexuel, disons, et c'était une redéfinition dans son dynamisme après son période de topoïe statique, disons, de l'inconscient. Donc il y aura une conception plus dynamique du refoulement ou dénégation des processus encore plus, disons, verbal ou imaginal, Bildungs. Bon. Alors, Derrida, soit dans le mal d'archives, dans son livre, soit de la résistance à la psychanalyse, donc dans l'un de ses propos importants sur la psychanalyse, dans l'un de ses livres, il disait que, imaginez que Freud avait une correspondance avec ses, entre guillemets, collègues en Europe, dans les différentes villes et pays. Là, ils étaient en train de découvrir dans une communauté à distance, dans une communauté scientifique et en correspondance, donc en commerce de savoir et des expériences concernant le contenu des rêves, traitement des rêves. Et c'était presque apparemment quotidien, mais comme il s'agit des lettres envoyées et reçues, et ça prenait au moins un mois, je suppose, et c'était fragmenté et véritable temporalité interne du sens interne et son réinscription au sens de interprétation des rêves, donc réécriture est un moment très important, là où le sujet, le matin, après avoir éveillé, il se raconte le contenu, il essaye au moins raconter le contenu de son rêve, et on sait très bien que ça s'évapore et on ne capte qu'une figure forte. Si on n'est pas trop exercé dans la matière, on oublie très vite. Donc, imaginons qu'on parle écrit et sous forme de lettres, qui prend des temps
un effort physique et une connaissance de la littérature à la fois scientifique, contaminée par les récits multiples, romanesques, etc., vous allez raconter votre propre histoire, c'est-à-dire la pensée profonde du rêve, à votre collègue, et à l'échange, vous espériez qu'il qui fait un commentaire, et dans le meilleur des cas, lui aussi, il envoie ou elle envoie ses rêves, et avec exquise un schématisme d'explication. Bon. Moi, je n'ai pas lu des textes, les lettres de Freud, mais j'ai lu grande biographie de Ernst Jones. Alors, il disait que, imaginons la médiation, le rôle, la force de cette médiation en correspondance, envoyer des lettres, recevoir, la poste, système de poste qui existe sous garantie officielle avec une assurance de garde de secret personnel, intime, privé. Toute cette legacy n'existe pas. Une circulation de ce genre de contenu si intime ne serait pas possible. Il ne s'agit pas d'une publication scientifique, il s'agit d'une work in progress. C'est ça, rapport avec mon travail. Moi, je n'ai pas le temps d'écrire mes rêves. Dès que j'ai des rêves intenses, je le transforme sans essayer même pas de les déchiffrer. Je continue là où j'étais resté à mon travail, et bien sûr, j'accepte complètement leur influence. Si vous voulez, leurs interférences négatives et leurs interférences positives est plus que parfait. C'est plus que parfait où effectivement, ce n'est pas un domaine que je peux dominer, mais c'est sur moi, à partir de moi, ce domaine de dimension de temporalité fonctionne. Je ne dis pas que, pourquoi je n'ai pas vu ce rêve, au lieu de cela, j'ai vu ceci, j'aurais dû voir cela. Non, je ne m'ennuie pas avec le futur antérieur triste, mais j'ai fait une sorte de travail de plus que parfait. Autrement dit, je performe. Autrement dit, en allemand, dans le lexique de Freud, c'était quoi? Performe, secondaire élaboration en vue d'une certaine figurabilité. Selon la traduction de Jean-François Lyotard, sûrement, ça viendra de la planche de vocabulaire de psychanalyse de la plage Pontalis, sûrement. Je ne suis pas sûr, mais il utilise dans Jean-François Lyotard, en parlant de ce grand œuvre, interprétation des rêves de Freud, donc il utilise cette traduction dans son grand œuvre qui s'appelle Discours figure. Voilà, je me disais que moi, aujourd'hui, j'ai sous ma disposition Forkhanden, et j'ai un accès à un réseau, à une archive non classique, c'est-à-dire que j'avais une archive classique poussiéreuse de mes productions, de mes papiers volants et tout. Je garde tout, j'ai un fétichisme, des mots, des dessins, tout. Et c'est pour ça que
je me sens une affinité avec Habib Warburg. Donc, j'ai cette possibilité que Freud n'avait pas. Je n'aime pas cette profondeur de Freud, mais pourquoi pas essayer. Je n'ai pas attendu de lire quand même ces lignes de Derrida pour faire ce travail. Toute une génération sans compter, sans vouloir, sans volonté, et il s'est fait jeter dans ce processus qu'on appelle réseau web. Voilà. Et certains comme moi qui étaient un peu plus expérimentés dans la notion d'archive, auto-archive, une autonomie de travail, de conscience, autoconscience, self-bewusstsein, etc. Donc en bon puritain, en faisant attention à ce travail de choule, de culpabilité et d'en faire avec le travail d'écriture, création, etc. Vous avez, j'espère, compris. Et c'est en ce sens-là que je vous utilise, tel que vous n'êtes pas de mes proches, ni des amis, ni de quelqu'un attitré de me comprendre, ni qui me demande quoi que ce soit. C'est ça, anonymat d'une surface d'intelligibilité, de réceptivité complètement anonyme. Je vous utilise comme une matière grise sur laquelle j'écris comme sur une cire ma propre histoire. Ce que j'appellerais l'empreinte un certain travail d'Émile Gross qui a besoin d'une matière première. Voilà, j'ai perdu ma voix, qu'on appellerait réceptacle corps. Vous avez compris l'histoire. Et je m'excuse parce qu'il ne s'agit pas d'un film de India Song, et je ne suis pas un cinéaste si génial que Alain René, et je ne trouve pas grand film de Margaret Duras intitulé India Song, et la voix off que vous entendez n'avait pas le même raffinement et subtilité que des voix féminines dans l'obscurité du consulat de France au Calcutta, qui faisait le Stimmung, atmosphère affective du film et du roman de Margaret Duras et de Alain René. Voilà, je répète que j'adore ce film et je suis ouvert à ce genre d'interférences négatives qui surenchèrent ou surdéterminent le contenu comme un effet padagonal, comme une crête, comme un busillage, comme un parasitage, et qui fait que mon œuvre n'est pas qui fait que par ma volonté, mon œuvre n'est pas épurée, ni squelettique, ni logique, bien que je suis en quête d'une logicité, découverte d'une logicité, et j'essaie d'englober, donc être réceptif et ouvert au sens de en allemand, à toute multiplicité que nous appelions manifold, le divers au sens kantien, en anglais. Voilà, Zweifalt, met le pli dans le pli,
et le contraire, c'est-à-dire tout le monde est éclaté dans ce jour de 9 juillet, donc rien ne reste plié sur soi, mais tout est déplié, tout est exprimé au sens parfois d'une lettre ou enregistrement de Rhodes d'Antonin Artaud ou langage de double articulation est éclaté pour donner lieu à des cris. Je ne sais pas, je n'ai pas publié, donc vous ne pouvez pas savoir. J'ai un film qui s'appelle Le cri qui s'écrie. Depuis quelques jours, je le vois, j'arrive. J'essaye de trouver une occasion, ou plutôt situer dans une articulation, justement, pour l'infiltrer à cette série de publications de vidéos. J'ai une autre, il ne s'agit rien du tout d'enregistrement, mais c'est une petite écriture qui devrait dater des années 80, 86, 89, qui s'appelle Lacan et moi, et dont l'objet est la vidéo. Vidéo au sens latin du terme, qui est concurrent avec cogito, vidéo, ergo sum. Vous voyez, je ne tournais pas du tout à l'époque parce que vidéo était à la disposition de certains riches et j'avais une Super 8 qui me coûtait déjà cher et je n'avais pas ce luxe de gratuité du don du web, parce que ça n'existait pas à l'époque. Vous voyez, on a passé de machine à écrire à un réseau de traduction automatique, améliorable et une existence ou une réalité augmentée. Vous voyez, je crois, mon propos, mes domaines d'intérêt, comment s'articule dans un travail en progrès et qui ne finira pas comme la construction de cathédrales. Il n'y a que des chapiteaux et il n'y a plus de dômes ni de systèmes de fenêtres ou il n'y a que des nefs volant partout, tout s'envole. Voilà, vous avez compris mon propos. Je voulais parler depuis longtemps de cette histoire de réseau et de cathédrale. Maintenant, effectivement, les deux font un tout extraordinaire au sens où, au moins, le texte de son grande œuvre d'enseignement de Hegel intitulée « Leçons de l'esthétique », par où tout passe, rien ne restera. Extraordinaire travail et que j'avais repris une petite partie concernant Épos et la poésie hébraïque intériorisante par rapport à mon commentaire de les premiers versets du Coran, Nas, etc. Ikhlas. Au revoir. Donc il ne s'agit pas ni mon écriture, ni l'écriture de quelqu'un d'autre, sauf dans les cas à analyser. Il ne s'agit pas d'une écriture automatique qu'on diminue l'importance, alors qu'il y a toujours une indétermination prise en compte
comme une indétermination réglée. C'est une expression de Derrida encore au commencement d'un article sur Kant qui s'appelle Économimesis par une indétermination réglée. Voilà, parce qu'il s'agit de jugements indéterminés. La découverte des jugements indéterminants, ou autrement dit, selon le lexique de Kant, des jugements réflexifs, tout un nouveau genre, mais qu'on connaît depuis les discussions de scolastiques, parce que il s'agit de trouver une règle au cas, c'est-à-dire au particulier. Donc c'est notre domaine, mais pour Kant c'est seulement réservé à l'esthétique. Et pour les romantiques allemands aussi, le particulier qui comprendrait tout l'universel, effectivement ce serait une œuvre romantique, moi j'ajouterais au sens catholique du terme. Et une cathédrale aussi a le même motif ou sens de ramasser tout l'universel dans l'intériorité d'une bâti sacré et contrairement après gothique ou architecture tardif romanesque, cette fois-ci extérieur du bâtiment aussi exprimé, on va commencer à exprimer l'intérieur. J'ai beaucoup aimé traduction parce qu'il parle de l'art de calcari. C'est une sorte d'orfèvrerie, voilà, orfèvrerie avec l'argent ou l'or, pourquoi pas, mais en tout cas, je crois que c'est Erzurum, on fait des orfèvreries, plutôt des bagues, des ceintures, des colliers, des bracelets, donc un travail de joaillerie. Bon, je ne sais pas si voilà, il fallait ajouter, quand on dit indétermination réglage, c'est-à-dire gouvernementalité. Et je vous avais déclaré que mon deuxième œuvre littéraire s'intitulait Les textes sans gouvernance. Donc il y avait quand j'avais 22 ans, alors il y avait une décision prise, une tournure, une kehla, qui mettait en cause au moins la gouvernance, le guidage de la volonté et une ouverture, non pas vers le concours de circonstances, mais à l'être même, à l'expression même, au langage même, Sprache, qui était libéré pour qu'il raconte ce petit conte en volant, en empruntant les miens par semaine qui vient comme les éléments de bricolage de mon enfance, de mes 8 dires que j'avais entendus, non pas des doxa, mais des formules consacrées, des tournures de phrases, des petites paraboles au sens d'anecdotes, ou des petits essais ou bourgeonnements de récits, et jamais un récit total. Et s'il y a quelque chose au sens qui ressemblerait au roman,
Alors ça durait maximum 2 pages et intitulé très sérieusement, de manière alléchante, par exemple, l'un qui s'appelle le roman de Kadırga. Kadırga, c'est un quartier pauvre dans la proximité de mon quartier un peu plus, disons, avantageux de mon enfance à Istanbul. Donc Kadırga, ça faisait un certain alter ego voilà, downtown, mais en américain, downtown veut dire maintenant le centre de ville, je crois. Downtown, normalement, ça devrait être suburb, quelque chose sous culture. Bon, voilà. Le roman, effectivement, avait une stimmung de roman, mais je n'avais ni temps ni préoccupation pour commencer un roman qui me demanderait beaucoup de dépenses de mon archive de mémoire personnelle et duquel je serai vidé et je resterai sans ressources pour de ne pas avoir réservé à moi sous forme crypte, métaphore et exquise seulement. Vous voyez? Et ce n'est qu'une exquise du moment, mais alléchant, adorable, mielleux, que je trouve. Enfin, j'ai publié à l'occasion une page à l'occasion d'un échange justement de correspondance avec un ami qui n'a pas du tout exigé que je publie et j'ai trouvé physiquement ce manuscrit très difficilement. Mais quand je trouvais la première version et première transcription sur la machine à écrire. C'était une séquence, non pas un roman de Kadırga, mais c'était une séquence de le nef ou le navire de Ortega, en turc bien sûr, en turc. Et puis là, de mon premier jet, au sens très fort du terme. Vous voyez, premier jet, et non pas voilà. Pour faire une accumulation primitive, entre guillemets, rien de primitif. Tout est subtilisé déjà d'avance. Et même pas réécriture, ça existe sûrement des versions d'ordinateur, parce que ce que je photographie et publié dans les médias sociaux, c'est la version de machine à écrire, et il y a une version bien sûr de manuscrit sur le papier avec l'encre, et il devrait y avoir une autre que je ne trouve pas pour l'instant, mais ça devrait être justement dans les méandres de l'ordinateur, et qui est une version digitale, mais je ne peux pas dire version finale, parce que finalement cette réécriture a plein de pièges. Comme disait dans un échange face à face un ami à moi, tu avais sacrifié cet enfant qui est moi de l'époque, parce que j'écrivais justement des commentaires au sens talmudique du terme, des notes en marge, mais bien élaborées, et dans une mise en page d'une feuille, d'une Talmud qui comprend exégèse, Talmud de Babel, Talmud de Jérusalem, et exégèse de différents siècles par les rabbins, et je n'ai utilisé que 2 pages, un original et en bas
de page, moitié de page, ou bien à droite du page, c'est intitulé 20 ans après. Mais maintenant, effectivement, 705 ans peut-être après. J'avais un temps libre au mois de février. Les vacances scolaires, donc comme j'avais fini la publication des choses sérieuses, philosophiques, et je m'attaquais à moi-même dans mon archive profonde. Si je ne l'avais pas fait, effectivement, j'aurais encore plus perdu toute fil de conduite. fil de conduite, on dit. Oui. Voilà. On est dans le dédale encore des fils, les ficelles, des filochements, des pelotes, des plis, des replis et des déplissements. Univers lapnicien, cosmos. L'autre jour, je disais Makora, maintenant mon cosmos. Effectivement, une autre Gombrowicz a écrit un roman qui s'appelle Cosmographie ou Cosmologie. C'est énorme. Après Quenon ou Léris, je le confonds en fait. Léris, je crois, qui a écrit une série de poèmes pédagogiques concernant, ça ressemble à une encyclopédie renouvelée du XVIIIe siècle, mais écrit au XXe siècle pour les scolaires. Et j'adore et je ne retrouve pas les traces dans mon archive. Et j'en cite abondamment. Je voulais ajouter tout simplement que déjà, en fait, des œuvres dites sérieuses, de la réflexivité de pensée, non pas de film, donc écrit, se fait, et c'est déjà fait, en partie, au moins, avec une interactivité, c'est-à-dire avec un échange de phrases et de commentaires, un développement suivi donne lieu à des séquences, à des articulations et des transitions, passages et de élaboration, au sens où là il y a une réaction, c'est-à-dire une réponse, une correspondance ou une discussion, pourquoi pas. Et c'était le cas, au moins il y a 4 ans, de mon œuvre qui était achevée, mais qui s'est aussi augmentée par des suppléments de ce genre. Cette œuvre, toujours non éditée, intitulée Édition perdue. Là aussi, c'était une querelle comme expérimentation d'une prise de position ou dépositionnement, justement, dont le titre est déjà assez éloquent, Édition perdue. Ça rend perplexe, mais ça affirme ce que disait Michel Foucault dans Les mots et les choses. Dans l'espace de 45 ans, n'est-ce pas, il y a une, dans le passage de Nouvel Âge, donc 17e, disons 16e, 17e, il y a eu un changement de paradigme
Dans les sciences qui ne sont pas spécialisées, mais qui se regroupées par Foucault, donc histoire naturelle, grammaire générale, analyse des richesses, là, il y a eu, avec moins d'informations, des œuvres sont devenues plus scientifiques que celles d'auparavant. En disant moins et en se rétrécissant, en délimitant le champ de recherche, on se déclarait plus scientifique. C'est ça, l'empiricisme, expérimentation et l'observation et imaginarum, adieu, et Veda. Vous avez compris les séquences. Oui, il ne faut pas parler des êtres imaginaires, des monstres, infamies, comme c'était le cas peut-être, n'est-ce pas, chez Don Muscatus, Don Scott, qui est étonnant, quand même, c'est l'époque de Byzance. D'ailleurs, si vous n'avez pas compris, mon film qui a 2 volumes, intitulé Le sens de l'heure, parle justement, c'est ça. J'ai écrit là, entre parenthèses, Zeitgeist, mais ce que veut dire là, un changement de paradigme, là où l'auteur, celui qui va publier une œuvre, doit être très attentif. C'est le cas de Abbé Prévost. Eh bien, c'est la première fois en français dans ma vie, j'avais vu cette expression apparemment consacrée, dont j'ignorais le sens de l'heure. C'est très facile, une certaine paix qui écrivait ceci. En ce qui concerne le même de Abbé Prévost, dans son petit récit romantique, romanesque, intitulé Histoire de chevalier des Grieux et de Manon Lascaux. Dans ce roman, au bout de 47e page, l'auteur laisse la place à son héros et qui s'identifie d'une manière assez énigmatique de son grande œuvre. Mais il a eu cette acuité d'esprit et changement d'époque, et il a isolé cette œuvre comme une œuvre à part. Mais c'est valable pour plusieurs auteurs qui ont fait une classification entre ces œuvres, disons, autobiographiques, bibliographies, les mémoires, du nombre de qualités. C'était ça justement le titre exact de son grande œuvre, et qu'il a découpé un morceau. Donc c'était une partie intégrale dont il a isolé de sa biographie, son autobiographie. Vous avez compris l'enjeu d'édition, le public, lecture, censure, tout ce qui s'ensuit dans un autre régime de phrases et régime de réceptivité. Donc une œuvre en interaction aujourd'hui soit vouée à la destruction, devenir zéro d'un anagramme dans son sens profond, et une consommation totale, ou bien un véritable changement de paradigme promettant simplement une somnum, comme le mot et le titre, le genre somnum a changé de signification. Dans ses débuts scolastiques, signifiait sommaire, mais maintenant ça sonne comme une totalité
d'une œuvre Gesamtkunstwerk d'un certain Thomas d'Aquin, alors qu'il s'agit d'une transcription exotérique des choses. Vous voyez, quelle importance de cette division des gens, des espèces, sous-espèces et des articuli. Alors de là, imaginez l'existence quantitative des œuvres avortées, c'est-à-dire mortes-nées, avant d'avoir vu le jour. Elles sont détruites ou vouées à la poussière, au sens où, parce que je suis là, effectivement, désorienté en espace trop peuplé, c'est mieux à la fin. Alors, il y a des œuvres vouées à être poussière, à être réduite à poussière. L'exemple, Antonin Artaud, mais il a une énorme œuvre complète, par exemple Sancy. Ça prend beaucoup de place dans son œuvre, mais je préfère quand même le Pesner ou ses enregistrements radiophoniques, les lettres Rhodes. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Derrida disait que dans l'autre cap, s'il n'y avait pas quelques-uns amis ou engagés, certains grands écrivains, en fait dénommés ainsi, n'ont pas eu lieu dans le milieu culturel. Ils n'auront aucune place. On peut compter Kafka, les autres, Ramos, je ne sais pas, plusieurs surréalistes s'il n'y avait pas André Breton. Voilà, ainsi de suite. La brute dans les arts plastiques. S'il n'y avait pas un musée d'art brut, à ma connaissance, en Suisse. Voilà. Saussure et non pas Karl Popper, mais l'autre Frege, effectivement. Et ils sont presque contemporains. L'un de Suisse, de l'autre de l'Allemagne. Voilà, on fait maintenant de l'illusionnisme, une pensée nomade. Curieusement, le titre est consacré à un livre sur l'évidence. Pas mal. Mais véritable nomadisme en pensée, effectivement théorisé par Deleuze et Guattari, d'où mon Géophilosophie Project. Personne ne participe. Alors, faisons un exercice géométrique. Ce matin, je vous ai montré cette sculpture d'origine pakistanaise, donc indienne, de chez moi, et que j'avais aussi photographié, enfin, visité dans un magasin aussi, mais la mienne, c'est assez ancien, au sens où je l'ai acquis il y a pas mal de temps, et je n'ai pas assez saisi fonctionnement. Il s'agit d'une, disons, sculpture mouvante, une kinésis sculpture, disons, en bois noble. Bon, il s'agit de 8 serpents. Chacun des serpents se bifurque à partir du corps, la tête unie, 8 têtes
séparés et 8 que en téléphone constitue la base qui touche la Terre. Donc c'est une sculpture verticale et kinétique. Il s'agit de 8 morceaux intégral, complet et bifurqué au milieu, ce que j'appelle dans la région du corps et la queue, la tête verticalement unie. Ce qui est intéressant, 8 serpents individuels par leur bifurcation au milieu s'entrelacent. Et ceci n'est pas fixe, il n'y a pas de colle, rien. Et ce cercle en colonne verticale se bouge. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'une sculpture kinétique. Et dans les limites du possible, effectivement, en première vue, comme chacun sait, les serpents sont polygames, donc ils font l'amour tous ensemble, mais avec une concurrence pas violente, mais attendant biogonie c'est autre chose, attendant, profitant, etc. Il s'agit véritablement aussi dans certains genres de serpents que j'ai vus dans le film uniquement. Effectivement, cette sculpture donc d'origine indo-pakistanaise, comme la plupart des morceaux de ma collection, voué à la poussière. Donc, je n'ai pas trop médité et je trouvais, dès que je l'ai vu, première fois dans ma vie, je l'achetais sans penser et captivé. Et il s'agissait de l'époque de acquisition de collections et en parallèle écriture de mon œuvre F-Punch 7-5. Effectivement, je n'ai même pas compté qu'il s'agissait de 8, mais intuition sensible ramasse ceci et quand on m'a demandé, j'ai répondu qu'il s'agit de 8 serpents. Donc, maintenant je pensais qu'il s'agit de... Quand il faut formaliser, quand même, c'est pas facile de construire un truc comme ça, et en plus, faire un calcul avant d'avoir la peine de le tailler en un bois complet, en croisant intérieur, et obtenir des morceaux de bois en forme de serpent oblitérés au milieu et s'entrelacer tout dans sur un seul tronc d'arbre. C'est extraordinairement difficile, qui nécessite une innommable génération qui se sont succédées. Résultat parfait, et à mon avis, les maîtres et les disciples, ils peuvent produire chaque jour ou chaque mois ou tous les 3 mois une œuvre entière. J'ai de la chance d'en avoir
un exemplaire hexagonal. Bon, quand on dit 8 serpents, effectivement, on géométrise, on dit que toute géométrie doit fonctionner là, et il s'agit d'abord de deux carrés superposés, déplacés, qui fait une étoile, et on obtient tout de suite le chiffre 8. Et comme je vous l'ai toujours imaginé, on prolonge les lignes virtuelles de ces deux carrés superposés. Eh bien, on obtient en vertical, dans le croisement des lignes prolongées de chaque côté, des carrés, et il ne suffit que le ramasser en bas pour en faire une sculpture, donc une véritable tridimensionnalité géométrique, qualitative, qui forme une figure, mais dans le dynamisme interne de virtualité effectuée en vrac. Et c'est pas un mob avec les yeux vides de mort, mais ce sont des serpents qui s'entrelacent géométriquement avec les identicités le plus ancien possible, qui se conforme à des lois géométriques, à toute la numérologie, mais en forme. C'est pas une sculpture utile généralement. Aujourd'hui, j'ai bien quand même lavé, brillé, essuyé partout et photographié, et je vous ai présenté dans mon film les indiscernabilités de. Effectivement, il faut revenir sur ce sujet poussiéreux. Enfin, les divisions dans le mode d'exposition de la méthode scolastique, effectivement, peut être interprétée dans notre contexte, c'est-à-dire que ces divisions sont à la fois réelles et possibles, virtuelles, et qui peuvent aller jusqu'à l'infini pour en faire une totalité. Et donc toute œuvre en est seulement une exquise, soit intitulée somnum. Et cette conception va jusqu'au calcul infinitésimal de Leibniz. Sa trace la plus forte et plus épurée en mathématiques et dans un formalisme reste en tant que forme dont les cathédrales n'étaient que des réalisations florissantes sur la masse pierreuse des réalisations concrètes et qui imitent l'infini ou l'illimité, parce que ça se termine jamais. Et les cathédrales sont des œuvres in progress. Selon certaines interprétations, même dans l'époque moderne, postmoderne, dans l'architecture de gratte-ciel, on est dans la ligne de conduite de cette idée gothique, dont peut-être l'essence peut être résumée selon Panofsky, c'est
refléter l'intérieur à l'extérieur aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, la transparence des idées et leur limpidité soit poussée jusqu'à la limite possible avec cet usage de vitraux ou de grandes fenêtres dans les grandes gratte de ciel montre qu'il n'y a rien dedans qui ne soit de l'extérieur. Il y a une perméabilité du dedans et de l'extérieur, une communication quasi immédiate, montre que le monde est limpide et nous en prenons part dans un building qui est identique à l'autre building en essence, souvent en forme. Si on considère l'essence de l'opération paulinienne, c'est-à-dire qu'il ne divisait pas un vide, un tabula rasa, mais il divisait les divisions qui sont déjà existantes, les classes existantes. Donc il enlevait en quelque sorte une sorte d'interdit, d'où vient ce motif essentiel de circoncision ou pas circoncision. Et les deux, dans les deux sens, sont valables parce que toute division réelle, physique, biologique, se relève, c'est-à-dire qu'il devient secondaire au profit d'une autre incision, si vous voulez, beaucoup plus fendue et beaucoup plus, il faut penser ça comme une sorte de front, un nouveau front qui s'ouvre dans la bataille, dans le champ de bataille, et il faut trouver là où le conflit se centralise et chacun va trouver là où il faut se condenser alors tout en considérant nul et non avenu toutes les autres divisions secondaires. Voilà une véritable doctrine politique du militant, justement, d'engager une petite manuel catéchisme de actant qui peut se pacifier parfaitement, qui peut se retirer dans un monastre, dans une réflexion, par une autre niveau. D'où vient la distinction, par exemple, l'auteur maladie, enfin aliéné mentale, n'est pas du tout égal, bien sûr, et délinquant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le pervers. Effectivement, il faudrait considérer. On peut interpréter Spinoza aussi comme quelqu'un qui levait beaucoup de mauvaises émotions, les choses tristes, c'est-à-dire par Spinoza, ils étaient déclarés nuls et non avenus, et seule division qui fait l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire dans sa nudité d'être, c'est qu'on a tous ou persévérance dans la vie. C'est une essentielle courbure de l'homme qui définit l'homme dans son minimal définition, c'est-à-dire qu'il y a l'homme est déjà d'abord issu d'une clinamen et qui n'est pas statique, donc il est un mouvement qu'on a tous, c'est avoir une tendance en tant qu'espèce humaine et persévérer dans la vie. C'est ça, finalité ultime, minimale. C'est
complètement formelle et presque vide et une tautologie. Vie égale vie, être en vie, passer une vie dans une conatus. Et toutes les autres divisions seraient plutôt de s'épurer des affects tristes, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur comme interdit, comme limite. Et le sujet est invité à se reconsidérer ses propres limites en vue de ses propres moyens et ses fins à lui. Vous voyez, une autre opération de paulinien, à mon avis, chez Spinoza. Si l'essence du monothéisme était dissolution ou mise à écart de toute clergé, donc d'abord du souveraineté du chaman, ou toute opération magique au sens de rituel communautaire qui donnera cette impression du salut en extase sans autre effort par individu, donc sans âme, sans formation d'âme, mais s'adaptant et suivant tous les rituels communautaires. C'était ça, était enlevé, dissolu dans l'essence impossible du monothéisme, et toute l'histoire du judaïsme prouve que toute médiation avec Moïse ou les autres prophètes se consiste à réinstaurer les fêtes communautaires et les rituels formels. Comment sacrifier un animal et que faire avec ces viandes et qu'est-ce qu'il faut manger. C'était ça qui intriguait les hommes et non pas l'essence même de Dieu, mais ce qu'il voudrait donc un médiateur devrait, c'est-à-dire les prophètes étaient chargés de ventriloquer au nom de Dieu. Donc, dès l'essence, dès le début, dans l'idée d'un seul Dieu, effectivement, cette essence se détruisait d'abord comme une sorte de faux pas, mais nécessaire justement pour libérer, entre guillemets, l'individu. L'individu, c'est-à-dire une âme pensante, pouvoir que le Dieu voulait peut-être mettre en évidence tous les écarts intérieurs, tous les différents, toutes les réserves face à cette extase communautaire. C'est pas en joie toujours, mais se mourir comme se mourir pour patrie. Effectivement, comme soulignait Hegel, n'est-ce pas, les Africains allaient à se faire tuer dans une bataille par milliers. Voilà, essence communautaire dans sa dissolution empêcherait d'une hécatombe totale de l'humanité dans un moment de folie qui a une raison, mais la raison, la cause s'oublie souvent par disons, entraînement d'une joie, une captivité devant la mort, non pas mort individuelle, qui est quelque chose de terrible et triste, mais une mort totale qui sera un véritable passage à au-delà, tout en gardant l'essence communautaire et tous les noms propres et les ancêtres, passage au monde des ancêtres se glorifiait
Vous voyez, la mort totale, il ne s'agit pas de suicide, pas du tout. Il faut, mais se faire tuer dans une parabole, dans une hyperbole, c'est-à-dire l'acte héroïque qui n'est pas encore individuel, mais une hécatombe totale. Mais l'humanité aura dû prendre des précautions très tôt contre cette extermination en trouvant toujours des héros exemplaires qui agiraient par procuration au nom de communautés. Ils seront prêts à s'individualiser, à s'aliéner derrière les montagnes Kaf, ou bien se batailler avec les géants individuellement pour montrer l'acte héroïque, mourir ou revenir à la communauté pour solidifier un symbole d'individualité et valeur d'exemplarité, c'est ça. D'où vient d'ailleurs le thème d'exemplarité dans la morale kantienne. Effectivement, on ne peut pas être moral en suivant les exemples déjà donnés, mais les exemples quand même les seules choses qui indiqueraient à l'absence totale d'une loi apodictique, c'est eux qui vont nous recommander actes libres, arbitraires et en vue du bien commun, envisager plus supérieur bien. Vous voyez, l'histoire de l'humanité n'est que l'histoire du salut, de se sauver d'un obstacle au nom d'un exemple à suivre, c'est-à-dire aller vers autre chose, couper rapport et s'engager, se lier à une autre instance, à un autre processus, à une autre temporalité. Toujours des passages en séquence. Très difficile passage. Donc, la ligne rouge en question, je l'appelais dans un espace irréel, mais ça se passe dans ce monde, dans le monde d'immanence, bien sûr, mais c'est la ligne qui est virtuelle. Mais chaque fois une bataille se concrétise, un conflit se réalise, se schématise sur ce plan d'immanence dont il faut montrer les diagrammes suivant des chaînes, soit tripartie, sur tripartie, une quadruple, disons, qui montre les marges extrême limite d'une constitution sociale, c'est-à-dire l'existence d'une auteur au sens moderne, donc il n'est pas commandé par aucune instance, il n'est pas académicien, il n'est pas scolastique, il n'est pas engagé dans un programme d'exposition, style, méthode scolastique. Non, il est sans exemple et lui-même il est exemple. Les quatre auteurs aliénés, le pervers délinquant, sont des symptômes d'un grand malheur qui existe, qui sont contractés dans la société. Effectivement, ces quatre das Gericht, justement, c'est là. Heidegger n'a pas pensé suffisamment sur ce processus anarchique qui montrait une autre horizon.
non pas à l'humanité, mais à un moment donné, à une gestalt. C'est la condition même sine qua non de sortir d'une gestalt qui comprend bien ce qu'il est. Heidegger, c'est son concept gestalt, disons cajoule, hein, c'est une cajoule. Justement, c'est un acte héroïque d'aliénation mentale qui est symptôme visible, soit comme contre-exemple, soit comme quelque chose adoré, trouver des signes divins dans ses actes. C'est pas au début du Moyen-Âge, c'était plutôt Erasmus, etc., éloge de la folie. Et puis, tout à coup, les choses sont changées parce que Gestalt a pris des précautions. Il a inventé les asiles, les prisons, très très détaillées, les colonies pénitentiaires, en même temps que fondation de colonies outre-mer. C'est fantastique, toute Australie, toute l'histoire de Nouvelle-Zélande, etc. C'est comme chez les Ottomans, c'est une politique, c'est l'issue d'une politique de demeurer obligatoirement déporter le peuple jugé devenu délinquant de Londres vers outre-mer. En Anatolie, ça se passait de Karaman au Balkan, pas très loin, en vue de bien, en vue de conquête de l'Occident, et pour les Anglais, c'est en vue de, bien sûr, conquête de Far West, Extrême-Orient. Voilà. Délinquant, pour une adolescent, effectivement, c'est un rôle modèle avec ses actes héroïques de type Mishima, de type Roberto Zucco, dont j'ai cité les deux noms. C'est pour ça que j'intercale leurs noms. Et pourquoi pas, il faut Hallaj Mansour, il faut ajouter en Orient celui qui dit que je suis Dieu. Et voilà un acte héroïque ultra paulinien qui dit que j'enlève toute règne du clergé, c'est moi qui ai Dieu. Signé Hallaj Mansour. Hallaj. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Esprit paulinien qui donnera, selon mon explication, qui donnera lieu à des actes héroïques de style Gilgamesh, Enkidu, les histoires les plus archétypales. Donc, le processus commence, bien sûr, bien avant Saint Paul, en tant qu'un philosophe, il en constate. C'était ma première phrase. À la fois, Saint Paul performe une levée d'interdit et une instauration d'une nouvelle ordre ou d'un horizon universaliste parce qu'il enlevait les lignes de démarcation entre les nations et entre les religions. Islam, un certain islam soufi, a compris le message et être paulinien en islam, c'est se réfléchir sur ce qui sera de taqwa et non pas suivre les rituels et se contenter d'être comme un philistin, juif, pire de perversion et de déviation, bien sûr.
Donc le pervers en question n'a rien à voir avec le philistinisme, mais comme symptôme, effectivement, il peut être un contre-exemple au sens où la folie réalisée encore et en chair, comme dans le cas de aliéné mental. Et l'auteur devrait être souverain, mais chaque instance est souveraine, et tout en défiant toute souveraineté, car j'ai répété plusieurs fois peut-être, le monde, dans son essence, est sans souverain, sans souveraineté. Aucun effet de souveraineté réellement sur ce monde. Tout est un mirage. Toute oppression est un mirage. Il suffit de se baigner dans un acte baptême à l'eau ou se brûler dans un baptême du feu, comme chez les Medjousi. Ce n'est qu'un rituel, bien sûr, personne ne se brûle pas. Sinon, ce serait une catastrophe au sens où hécatombe totale. Bon, c'est ça. Les extrêmes de l'existence humaine, en historique, bien sûr. Et toute l'histoire se compose à partir de ces, disons, quadruples qu'il faut repenser, bien sûr, de l'envers, c'est-à-dire à partir de la loi, la justice, la conduite, bonne conduite, et les limites, le bon usage de la raison, voilà, pour ne pas tomber dans l'aliénation mentale. Et que peut dire, quelles sont les limites de l'auteur, voilà, encore Kant. Vous voyez, Kant joue avec les limites extrêmes que je vous ai exposées, et il taille l'ontologie sur mesure de l'homme qu'il projette dans sa tête, qu'il préconise, tout en invitant bien sûr penser dans une médiation ininterrompue et sous la guide de la raison simple, le dessein secret de la nature. Spinoza coupait court en disant que voilà, qu'on a tous le plus général, persévérance dans la vie, ça existe chez les animaux aussi, et il restait un peu trop aristotélicien peut-être, parce que division de l'âme et partage avec les animaux, et, c'est ça. Zone politikon. Que Heidegger critiquait au nom d'une analytique du Dasein, et là où il trouverait tout de suite une sorgue, une certaine attention pour son âme et pour le sens ultime de cette intersubjectivité. Que faire? Que faire? C'est-à-dire une question éthique qui angoisse. Donc, effectivement, Aristote et sa philosophie de praxis, voilà, il fallait répéter. Juste quand je dis praxis, je me souviens de Louis Althusser. Il faut préciser que, comme chacun le sait, la théorie d'idéologie d'Althusser s'appelle la théorie des appellations. Clésis. Donc, au fond, Althusser et sa théorie d'appellation, au sens noble et fidèle du terme, c'est une théorie paulinienne. Et ce matin, tout est clarifié, mais j'ai trop rapidement résumé pour vous en
somme théologico-politique. C'est-à-dire un résumé, un sommaire, ce n'est qu'un résumé. Voyons.